Je voudrais d'abord remercier nos invités ici présents, les membres de ma famille, mon frère Mustafa Kamel, mes sœurs Delila, Rania, Hassina. Au nom de mes neveux et mes nièces, Sarah Sahli, ma nièce, Madame Boali, mes amis d'Alger, ici présents, mes amis du voyage, après cette incroyable expédition inoubliable qui nous a menés dans des contrées magiques, du désert algérien, Rabdaya et jusqu'à Mnera. Nous sommes retournés qu'hier soir. Je remercie également la présence parmi nous des élus venus de France, plus précisément de Bonneuil-sur-Marne, M. Denis Ostoroun, premier maire adjoint chargé des finances, du sport et de la vie associative, et Mme Doué Marchal, maire adjointe chargée de la jeunesse, de la coopération décentralisée, des retraités, mais aussi du tourisme social. Nos élus ont été conviés et il en est vivement remercié par M. Sam Al-Morad, président de l'APC d'El Mouradia, ici présent parmi nous, qui a répondu sans hésitation au projet qu'on lui a soumis, à savoir la mise en relation avec Bonneuil-sur-Marne pour un projet de coopération et d'échange sportif et culturel. Ce moment sera nul doute mémorable, car il réunit ici de grandes familles. Je parle de l'Algérie et de la France. À travers mon histoire familiale, à part que je cherchais ma part de vérité dans ce que j'appelle le magma de la longue histoire de la guerre d'Algérie, mon but n'était autre que de vouloir contribuer à un niveau aussi petit soit-il au rapprochement entre deux peuples qui, malgré le fait qu'ils ont été rivaux, ont aussi tissé des liens forts d'amitié et d'amour. C'est pour cette raison qu'en publiant les lettres de prison de mon père, je n'ai insisté que sur la relation d'amour qui a lié mes parents et qui a surtout permis à mon père de supporter le poids de la séparation. Je suis certaine et convaincue que c'est encore l'amour qui sera reconnu comme seule arme, seul remède contre les désastres qui ont secoué et qui continuent à endeuiller un monde pourtant si magique. Je ne m'étendrai pas plus longuement. Mon but de la présence de mon frère et de mes sœurs est aussi de leur donner la parole, eux qui ont été les témoins de cette tragique histoire. Donc je les inviterai à venir, d'abord je commencerai par eux. J'inviterai par la suite Madame et Monsieur les élus à s'exprimer. Et enfin nos amis, tous réunis ici, à contribuer et à enrichir le débat. Nous terminerons par un pot, un café ou un thé de l'amitié pour sceller le souvenir de cet historique rendez-vous. Mais avant cela, je vous invite à regarder une courte vidéo faite avec amateurisme sur la vie ou sur ce qu'était mon père. Je vous remercie. Précision que cette rencontre très enrichissante et constructive de notre ami Mustafa Ben Mejdoub, responsable des éditions La Renaissance et de la librairie La Renaissance. Il est vivement remercié. Voilà, c'est grâce à lui que ce livre a pu être publié ici en Algérie. Merci beaucoup, Mustafa. Bien sûr. Bonjour tous les invités. Noble assistance, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mesdames, messieurs, mais je voudrais vous lire ce que j'ai sur mon cœur, ce que j'ai écrit moi-même sur le coup de la tendresse, les souvenirs de mon enfance. Souvenir de la prison de Berwalia. Papa a fait la prison de Berwalia et je vais écrire à l'âge de 10 ans ce que j'ai vécu devant cette prison. Messieurs, mesdames, je raconte ici mon histoire
celle d'une petite fille qui avait à peine 10 ans à l'époque des faits. Oui, j'avais tout juste 10 ans lorsque mon père a été arrêté par la police française durant la période coloniale pour le chef d'inculpation d'atteinte à la sécurité de l'État. En effet, je me souviens de son arrestation comme si c'était hier, mais je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble de la scène. Pourtant, j'ai gardé à tout jamais cette image qui me serre le cœur même à cet instant, celle de voir ma mère mettre à mon père sa veste sur ses épaules alors qu'il était déjà menotté par les policiers et lui dire d'un ton ferme et digne: n'aie pas peur, courage. Elle avait caché, dès l'arrivée des policiers, des tracts du FLN dans son corsage que mon père lui tenait à la maison. Je le dis, et je l'ai vu, messieurs, mesdames, son sang-froid dans pareille situation m'interpelle et me donne de la force dans les moments difficiles de ma vie. Bref, nous étions 5 filles et 2 garçons. Samia n'était pas encore née, elle est née après l'indépendance. Nous l'adorons. Le plus jeune Mohamed avait quelques mois à peine. Mon cher père a été transféré de prison en prison. C'est le Kadi, le Harrach et enfin Merwalia. Nous étions très conscients de la visite entre guillemets, ziyara, d'un détenu par sa famille. Elle était très importante pour la santé morale et physique du détenu, mais aussi de celle de sa famille, d'autant qu'à l'époque, la France avait commencé la pratique des disparus, entre guillemets, pour saper et affoler l'esprit des Algériens. Une de ces visites, celle de la prison de Berwalia, mérite que je la raconte, car son souvenir me suit et les images me reviennent dans leur intégralité, dans leur authenticité, messieurs, mesdames. La veille de notre départ pour la visite à la prison de Berwalia, maman préparait le koufin, le fameux koufin, où nous pouvions prendre à notre père quelques victuailles que l'administration pénitentiaire autorisait, sans plus, du pain, du lait en tube, je me rappelle du lait en tube, des biscuits, des fruits, du dentifrice. Mon père adorait le dentifrice. Nous nous levions très tôt le matin et c'est notre grand-père maternel et notre grand-mère maternelle qui devaient nous y accompagner. Ma mère, ma soeur Farida, et moi. À 7 h du matin, nous étions déjà à la gare du Sendé pour prendre le train direction Alger-Berwalia, Sarr-Boukhari. Le train arriva. Nous nous sommes installés. Il démarra. Et ce fut pour moi un véritable émerveillement. Le train roulait lentement et s'arrêtait. Longtemps dans les gares. C'était l'hiver. Au mois de janvier, le train n'était pas plein. C'était la guerre et les gens qui se trouvaient n'avaient pas envie de causer. Tout à coup, mon attention fut attirée par 2 soldats algériens. Chacun portait à la main un fusil. Ils avaient l'air ni tristes ni fiers. C'est comme s'ils se trouvaient là, dans le train, pour contempler un décor, un pur hasard tombé du ciel. Ma soeur Farida, qui était un peu plus jeune que moi, s'est approchée de l'un d'eux sans se soucier, vu que c'était des Algériens et qu'on était en guerre, pour leur demander contre qui ils faisaient la guerre. Ces derniers répondirent, l'air redoutable, qu'ils faisaient la chasse au Fellaga, c'est-à-dire contre les Moudjahidines. Je fus choquée et surprise par la réponse de ces soldats. C'était en fait des harkis, en chair et en os. Et c'est à ce moment que je compris cela voulait dire des hommes inconscients qui sont utilisés contre leur pays et leurs frères, puis ensuite rejetés. Le trajet était long. Mon regard a tout de suite été détourné par le manteau de neige qui couvrait la campagne. Ces grosses taches blanches sous le soleil réjouissaient nos cœurs
À notre arrivée à la gare de Berwadia, un homme nous attendait. On ne le connaissait pas. Les hommes du FLN l'ont chargé de nous héberger chez lui pour une nuit, car nous devions être devant la porte de la prison vers le coup de 11 h du matin, le lendemain seulement. Et nous étions arrivés à Berwadia à 14 h. Le train roulait lentement. Très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, les familles des détenus politiques qu'on appelait les Moudjahidines étaient pris en charge par les familles de militants du FLN sur lesquels on pouvait compter pour ce qui est de l'hébergement et parfois pour une petite aide. Nous étions arrivés à la maison de l'inconnu. Elle était sobrement meublée, propre. Les femmes de ces lieux ont été accueillantes et braves, mais très peu bavardes. L'accueil fut chaleureux. Ouf, on venait de franchir une étape de notre voyage. Le dîner fut abondant et délicieux. Après ça, on s'est préparé pour dormir, car il fallait se lever tôt le matin, le lendemain. Il faut cependant se rappeler que pendant l'occupation coloniale, les Français avaient instauré le système du recensement des populations indigènes. Cela consistait pour chaque famille à déclarer aux autorités de police le nombre exact de personnes qui vivaient au sein de chaque famille pour pouvoir contrôler tout mouvement de personnes et de soutien aux militants du FLN, les Moudjahidines. Comme j'étais myope, je portais des lunettes de vue, que je pris soin de les poser à portée de ma main en cas de besoin. La nuit, c'est la peur qui envahissait mon esprit. Dormir chez des inconnus n'était pas une chose facile. En plus de la clandestinité vis-à-vis du règlement colonial, il était pour nous tous difficile de fermer l'œil. La peur nous travaillait le ventre, mais la fatigue et l'épuisement ont eu raison de nous. Nous dûmes dormir quand même. Au petit matin, ça sentait le café et l'odeur du pain nous faisait plaisir. La prison de Berwadia est située à l'écart de la ville, tout près d'une forêt. La forêt, la forêt. Je l'ai vue. Nous quittâmes la maison de notre bienfaiteur après le petit déjeuner, après les adieux et les remerciements au maître de ces lieux. Nous prîmes la direction de la prison. À peine arrivés, à une centaine de mètres des bureaux de l'administration pénitentiaire, qu'un barrage militaire nous barra la route pour nous fouiller, nous questionner et passer sur nous un détecteur de métaux, une espèce de poêle à frire avec un long manche. Il faut se dire qu'un agresseur s'attend toujours à être un jour ou l'autre surpris et rattrapé par ses victimes, malgré tout l'arsenal de guerre qu'il peut avoir et de longueur d'avance sur ses victimes. La porte de la prison était haute, ainsi que ses murs. Il s'étirait à perte de vue. Ma mère, ma soeur et mes grands-parents étions agglutinés devant la porte qui comportait une lucarne. On était là, le cœur battant, l'espoir de voir notre père nous gonfler notre cœur de bonheur. Il était là derrière ce mur et nous attendait. À peine nous avons franchi la porte du parloir que mon père a surgi. C'était bien lui, vêtu d'une tenue de détenu couleur kaki. Il avait l'air grave, digne, le visage toujours enflé, les yeux écarquillés. Il laissait toujours pousser une barbe de 2 à 3 jours. Il me donnait l'impression d'un révolté qui n'acceptait pas sa situation. On lui parlait en langage codé pour lui faire parvenir les nouvelles des valeureux moudjahidines qui continuaient le combat armé et qui faisaient baver l'armée française. Il agitait les mains, il trouvait que cela traînait trop. Après la visite, on était dehors, le plus souvent on allait à la fontaine qui se trouvait en face de la prison pour laver nos larmes qu'on a retenues tout le long de la visite et qui ont fini par couler. Je me souviens que nous portions, ma sœur et moi, des vêtements et des chaussures qui n'étaient pas adaptés au froid de la neige. Les Algérois n'ont pas souvent l'occasion de voir la neige, ni d'avoir très froid en hiver,
Le soleil nous accompagnait en permanence. Moi, je claquais des dents sans parler. Mes chaussettes étaient complètement mouillées et j'étais glacée sur le banc de la gare à côté de ma sœur, plus maigre que moi et plus gelée que moi. Je me rappelle aussi avoir vu d'autres enfants de mon âge à cette époque de l'année à la gare. Je ne me rappelle pas avoir vu à cette époque de l'année le chef de gare, très affairé, sorti de son bureau, le visage jovial, avec une grande moustache blanche. Nous voyons ainsi, ma sœur et moi, blottis l'une contre l'autre, transis de froid, s'adressa à ma grand-mère. Mais madame, ces enfants vont mourir de froid. Faites-les rentrer dans mon bureau pour qu'elles se réchauffent devant la cheminée. Je n'ai jamais entendu de paroles aussi chaleureuses et apaisantes et bienveillantes à la fois, surtout venant d'un Français qui n'admettait pas que des enfants innocents meurent de froid, et cela, quelle que soit leur origine et en temps de guerre. Les paroles du chef de gare étaient chaleureuses et bienveillantes. Ce dernier était vraiment bon. Les flammes de la cheminée nous réchauffèrent. Le corps et le cœur nous fixèrent les flammes et nous étions émerveillés, réveillés et émerveillés. Le train arriva enfin alors qu'on était si près du feu. Oublions nos misères quelques instants. Grand-mère remercia le chef de gare, notre bienfaiteur, et nous prenions le train pour rentrer à la maison. Le chemin du retour nous parut beaucoup plus long, car la nuit commençait à tomber. On était en hiver, et c'est de cette façon que notre vie a été ponctuée entre l'école et la prison, et dont j'ai gardé un souvenir impérissable et a fait naître en moi une révolte qui surgit en moi, puisque la vie a voulu ainsi que je sois magistrat 10 années après l'indépendance de mon pays, et que ma profession a fait que je revoie ces fameuses prisons, en réveillant en moi tous ces souvenirs qui me font mal. Je vous remercie. Ça me fait encore mal, même quelques décennies après. J'ai toujours... Merci. Pardon d'avoir abusé de votre temps également. Alors, on va enchaîner sur, bien sûr, mes sœurs, mon frère, ma sœur Dalila. C'est ma vie. Moi, je ne suis pas magistrat, donc je vais être très courte. Je ne vais pas abuser beaucoup de votre temps. Je n'aurai de cesse de remercier ma jeune sœur qui a tenu à honorer mon père. On ne la remerciera jamais assez. Des souvenirs, on en a tous, chacun selon sa tranche d'âge. Moi, j'étais jeune. Quand mon père a été arrêté, je devais avoir à peine 3 ans. Et je me tourne le fil de son arrestation comme si je l'avais vécu, alors qu'en fait, je n'ai aucun souvenir. C'est à travers tout ce qu'on a raconté autour de cet événement que j'imagine mon père arrêté, les menottes et tout ce qu'elle a raconté, ma sœur. Je suis fière aujourd'hui de mon père, je suis fière d'honorer sa mémoire, et je le remercie infiniment de toutes les vertus qu'il nous a transmises et qui ont embelli toute sa vie. Je vous remercie. Mon frère, Mustafa Kamel, et après ma sœur Hassina lira quelques lettres. Je lui donnerai quelques lettres à lire, si elle veut bien, bien sûr. Bonjour mesdames et messieurs. Donc on revient 40 ans après à réouvrir les cicatrices que nous espérions qu'elles soient complètement guéries. Lorsque vous allez lire le bouquin de mon père, la véritable héroïne, c'est ma mère. Et c'est ma mère qui a effectivement supporté tout le poids d'un homme idéaliste, d'un homme qui s'est sacrifié pour la révolution. Mais en ne prenant pas en charge, en quelque sorte, le devenir de sa grande femme.
Et nous avons vécu donc avec une mère analphabète qui aimait énormément son mari. Et elle a tenu la tâche. Mon père, c'est une personne qui était bien intégrée. Il était cultivé, il maîtrisait très très bien la langue française. Il aimait la langue française. Et il croyait que cette langue du colonisateur, c'est la solution de pouvoir accéder à la modernité, au couvrement de la liberté. À travers ces écrits, c'est des lettres, je dis encore une fois, destinées à sa femme, c'est des lettres amoureuses. Et là, il a sublimé ma mère, il a sublimé ma mère. Il a sublimé ma mère et nous avons survécu, le terme est exact, nous avons survécu grâce à sa volonté, à sa ténacité et à essayer un peu d'atteindre les objectifs donc définis par mon père. Mon père n'a pas compris, encore une fois, la leçon. Après l'indépendance également, pour son idéal de liberté, de démocratie, que nous attendions toujours. Il s'est encore une fois sacrifié, une seconde fois, pour sa famille, en réintégrant la prison dont il était, la fameuse prison de Balwakia, qui était en quelque sorte un véritable bain. Un véritable bain. Mais nous avons le courage de tourner la page, et de créer des passerelles. Encore une fois, avec la France, ça c'est un objectif de géopolitique, et j'ai ma famille qui sont de nationalité française, Samia et mes neveux, qui sont des citoyens de Bonneuil. Et nous souhaitions vivement que cette histoire, bien entendu, doit être écrite. Cette histoire également doit être prise en charge par les historiens pour que nul n'ignore ce qui s'est passé dans le temps. Mon dernier mot, encore une fois, c'est que nous subissions, bien entendu, ces séquelles du colonialisme. Et ces séquelles du colonialisme sont là, à travers le témoignage émouvant de ma sœur, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de psychologue et de psychiatre pour pouvoir nous guérir, je vous assure, de ce mal qui est là, qui nous consume de plus en plus. Donc, encore une fois, il faudrait beaucoup de compréhension et de courage politique aux responsables de notre pays pour que les choses puissent s'aplatir et laisser parler d'histoire. Je vous remercie. Alors, je vais inviter ma sœur à venir lire quelques passages. Alors elle va vous lire en fait deux lettres. Une lettre de 1956 et une lettre que j'appellerais une lettre testament. D'abord la première lettre. D'accord. D'abord, bonsoir, monsieur, dames. Mes meilleurs vœux. Et je vous assure que je suis très émue. D'abord, je remercie et je félicite ma jeune sœur Samia pour avoir écrit ce livre déchirant. Pour moi, c'est une œuvre. Premièrement, parce que c'est la plus jeune. Deuxièmement, parce qu'elle n'a pas assisté à cette révolution. Elle est née après l'indépendance. Donc vraiment, c'est un honneur, c'est notre fierté. Ça a été notre fierté. Alors la première lettre, l'année 56, prison civile d'Alger, écrou 2061, le 21 mai 56. C'est une lettre à ma mère défunte. À ma femme chérie, mes pensées qui ont la lueur de ton être m'évoquent le rêve de l'existence d'une vie douce, heureuse, libre, qui maintenant étant détenue, il me semble que tu es près de moi. Je me sens près de toi. Le parfum de ton corps, la volupté de tes baisers, l'éclat de tes yeux, ton sourire, tes larmes, tes colères,
Tout cela me réconforte. Le dur labeur que tu entreprends, l'ardeur que tu déploies, le goût que tu es pour ton intérieur, l'importance que tu donnes à nos jardins me réjouissent. Mes enfants que j'adore, en cher amour, ta mission à qui j'accorde une pleine confiance veille sur eux. Sacrifie tout pour eux, jusqu'au jour où je serai libre. Je ferai de toi la plus heureuse des femmes. Un doux baiser au vieux, ma femme chérie, je t'embrasse. Donc ça ici, c'est une des dernières lettres. Enfin, avec le ferme espoir que mes humbles conseils seront écoutés et en faisant honneur au foyer Bouharati, je vous quitte de mon stylo et non de ma pensée, qui, à cette heure, 22 heures environ, assis au milieu de ma paillasse et taquiné par une multitude de mouches et de moustiques, sans parler des poux, ma pensée vagabonde au foyer, hébergeant mes chers petits au domicile de mes beaux-parents déchirés par l'absence de leur meilleur et qui supportent toute la charge du lourd fardeau. Au milieu de ce tumulte de vrombrissements de moteurs, d'avions et ronflements des frères couchés, dominés par l'inébranlable conviction de notre avenir qui sera, et c'est le vœu commun, après tant de sacrifices et de privations, c'est-à-dire la paix et la liberté dans notre charmante Algérie. Mais ce déchaînement d'injustice féroce qui s'est abattu sur nous, au lieu de nous briser, de nous humilier davantage, de nous asservir, n'a fait que confirmer notre inébranlable confiance, de notre foi dans le succès de notre noble et juste cause, quitte à perdre la vie. Extrait d'une lettre prison de Maison Carrée, écrou 2334, emplacement 3, le 21 novembre 1960. Je vous remercie. Excusez-moi. Alors j'ai ma grande sœur Beria qui vient d'arriver avec ses enfants. Tu es invitée à venir lire au moins une lettre, comme ça on aura fait le tour des témoignages. Elle est un peu fatiguée, on la laisse reprendre ses esprits. Momo, est-ce qu'on peut voir le film? Wafir, tu peux venir ici avec Lisa?
nous avons œuvré en silence, enfin dans la discrétion, parce que le premier voyage effectué à Mostaganem nous a tellement, on va dire, marqué, que nous voulions, nous ne pouvions pas faire l'impasse de ce retour vers les racines et cette terre, on va dire, en voûte. Et nous portons en nous les traces de cet envoûtement, nous qui sommes revenus donc récemment du fin fond de l'Algérie, parce que on se rend compte que l'Algérie est un continent et que maintenant, arrivés à nos âges, nous découvrions cet immense pays riche, beau, et nous comprenons toute la tristesse, tout le désarroi de ceux qui ont vécu ici depuis donc un siècle et quelques qui sont partis. Donc cette douleur, il va falloir un moment ou un autre la comprendre et puis finir par tourner la page et regarder l'avenir. Donc merci Mohamed, je ne sais pas si tu veux dire un mot avant qu'on laisse le débat. Le débat, voilà, on va ouvrir le débat, peut-être tu prendras la parole à la fin. Donc j'invite Denise et bien sûr peut-être à dire un mot, ou Denise et Virginie, et ensuite on ouvre le débat, et Monsieur Samer aussi, si voilà, Denise, donc Denise est premier maire adjoint de la ville de Bonneuil, et nous fait l'honneur Bien. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Désolé, je suis un peu fatigué de la route parce qu'on a fait la route de nuit et c'est avec un grand plaisir, mais surtout honneur que je suis là avec ma collègue Virginie Doué-Marchal, qui est adjointe au maire avec moi. Eh bien, je suis un peu perdu là parce que, en général, les élus, ça aime bien parler, ça aime beaucoup parler, même sinon... Voilà. En général, quand on nous donne un micro, on a du mal à nous les reprendre. Mais après ces témoignages, après ces paroles qui sont importantes je pense pour la famille, les proches, mais j'ose le mot, mais aussi pour l'histoire, on se sent tout petit et du coup on apprend à être modeste, aussi élu que l'on soit. Je vais quand même essayer, là tout à l'heure j'ai gribouillé 2-3 trucs, 2-3 idées. Je vais essayer de dire ce que moi j'en pense, ce que l'élu que je suis en pense, et le militant politique que je suis, parce que quand on est élu, c'est qu'on fait de la politique, et si on n'est pas militant de la politique qu'on mène, c'est qu'on est au mauvais endroit. Je vais essayer de formuler en quelques phrases toutes ces pensées-là qui peuvent être des fois paradoxales et contradictoires. Mais tout d'abord, merci à Samia, à son mari Mohamed, et puis à tous leurs collègues, leurs amis qui nous ont permis, qui nous ont invités, qui nous ont permis de venir ici, partager ce moment avec vous. Parce que ça n'est jamais rien de partager, tout simplement le retour aux racines, le retour aux sources des amis qu'on connaît de par ailleurs dans notre commune. Je dis ça parce que quand Samia a fini d'écrire son livre et qu'elle me l'a présenté, j'étais déjà très ému parce qu'on a un peu partagé la même histoire, ce que je disais aussi, mais je n'avais pas eu le temps de le développer. J'avais pas lu le livre encore que j'étais déjà touché, parce que moi-même, je suis enfant, j'ai été enfant de prisonnier politique après le coup d'État en Turquie, et malheureusement, moi, mon père n'a pas pu laisser de lettres, de traces. Il est encore vivant, mais bon, c'est par l'oral que ça passe, parce qu'il ne savait pas lire et écrire à l'époque. Mais beaucoup de témoignages. Et en ayant lu justement le livre de Samia, les lettres de ce père courageux, amoureux, eh bien, on a du mal à ne pas se trouver dedans. On a du mal à ne pas se trouver touché. Eh bien, c'est d'abord l'histoire d'une guerre qui a laissé des traces énormes, des traces assez dures. Mais c'est aussi une guerre qui a laissé aussi des traces indélébiles de courage, d'idéal et de force.
ceux qui ont torturé, ceux qui ont colonisé, ceux qui ont tenu le pouvoir en leurs mains avaient leur stratégie, bien sûr. L'idée était de tenir ce pays, l'Algérie, comme un territoire français et y arriver coûte que coûte par tous les moyens. Et quel meilleur moyen de amputer justement ce territoire de ses joyaux, de ses cerveaux, de son intelligence. Souvent, dans ce genre de cas, on va mettre en prison les gens les plus dynamiques, mais surtout la jeunesse, les jeunes gens. J'ai regardé un petit peu l'âge des gens qui étaient emprisonnés, c'est entre 23 et 35 ans. Voilà. On attaque la jeunesse parce que la jeunesse, c'est la dynamique, c'est la révolte, mais pas que. La jeunesse, c'est surtout l'avenir. Et quand on attaque, on torture, on étouffe cette jeunesse, c'est pas juste la révolte qu'on essaie d'atteindre, mais c'est surtout l'espoir d'avenir qu'on essaie d'éteindre. C'est un petit peu comme ça que je le conçois. C'est pour ça qu'on attaque cette jeunesse-là de manière aussi féroce. On attaque aussi cette jeunesse-là de manière aussi féroce, pas forcément autant que tel toucher les gens physiquement eux-mêmes, mais toute leur famille, leur entourage, et c'est ce qu'on a pu vivre à travers le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Parce que quand on torture, quand on met en prison un prisonnier politique, derrière, c'est toute sa famille qu'on va toucher, c'est tout son entourage qu'on va toucher. De fait, en Algérie, c'est toute l'Algérie et tous les Algériens qu'on a touchés, qu'on a essayé d'étouffer, qu'on a essayé de maltraiter et surtout qu'on a, j'ai envie de dire, torturé. Mais derrière, ce climat de terreur peut servir un temps, mais après l'hiver, il y a toujours le printemps, parce qu'on se rend compte aussi avec cette histoire que la terreur, la torture et le pouvoir du dominant n'est jamais éternel, parce que tout simplement, le courage des humbles, et là je ne veux pas faire des jeux de mots, et le courage des humbles et l'amour de ceux qui les portent gagnent toujours, et on le voit encore ici. Parce que tant qu'on n'a pas tué un peuple entier dans son entier, il n'y a aucune armée qui ne réussira jamais à gagner, la phrase n'est pas de moi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du coup, il nous reste des souvenirs. Et pourquoi parler des souvenirs? Parler des souvenirs d'une famille, d'un homme emprisonné, en souffrance, avec sa famille en souffrance. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas les laisser dans leur intimité? Eh bien, parce que c'est simple, parce que nous avons besoin de nous souvenir collectivement de ce qui s'est passé, collectivement de toute cette misère qu'on a imposée à un peuple entier, pour en tirer des leçons, pour en garder les conséquences, les conclusions, afin de ne pas revivre tout ça à l'avenir, ou à la rigueur, si on devait les revivre, pour expliquer à tous ces jeunes gens, à tous ces futurs, j'ai envie de dire révolutionnaires, qu'il y a eu des gens dans le passé qui ont résisté grâce à l'amour, grâce au courage, et qu'eux aussi devront en être dignes. Un jour, si les dominants du pouvoir, les exploitants, venaient à faire la même chose aux futures générations. Parce que le courage, l'amour gagneront toujours. Ceux qui portent des idéaux comme celle de la liberté, de l'indépendance, avec ce courage et cet amour qui les portent, gagneront toujours. Il n'y a aucune armée, aucun pouvoir dominant qui ne résistera face à ces forces, ces sentiments de force. C'est pour ça que nous devons en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que grâce au livre de Samia, moi-même, j'avais enfoui beaucoup de souvenirs. On n'est pas là pour parler de chacun son histoire, mais en fait, cette histoire, elle est un peu universelle. Parce que je me suis souvenu aussi de mes visites de prison pour aller voir mon père. Je me suis souvenu aussi, j'avais oublié tout ça depuis tant d'années. Ça fait presque 35 ans pour moi. Et je me suis souvenu aussi de la nuit d'arrestation de mon père, où ils étaient venus à la maison. C'était un peu de la même manière, c'est un peu marrant, on s'y retrouve. Mais beaucoup d'histoires reviennent. On se retrouve dans une même histoire toutes et tous. Au final, ce qui reste, c'est quoi? Au final, les tenants du pouvoir
que ce soit en Algérie ici, en Turquie, en Amérique latine ou dans d'autres pays d'Afrique, ont toujours utilisé les mêmes méthodes, les mêmes stratégies. Attaquer les plus faibles, attaquer les plus jeunes, attaquer la jeunesse, la richesse d'un pays pour l'aliéner. Et à chaque fois, l'histoire nous a prouvé que quand on résiste collectivement dans la solidarité avec l'idéal d'indépendance et de liberté, on y arrive toujours. C'est pour ça que je remercie Samia, c'est pour ça que je remercie sa famille pour ses témoignages. Je vous remercie toutes et tous d'être là, parce que avec cette réunion, avec ce type de réunion, de discussion, de débat, nous pouvons justement continuer à porter ces mémoires-là, à les emmener vers l'avenir, à les apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'eux aussi, ils portent cette histoire-là. Porter une histoire n'est pas forcément une cicatrice en soi, mais faisons aussi des cicatrices, des belles fleurs qu'on porte pour l'avenir, justement pour que la beauté, l'amour, l'intelligence, la liberté, l'indépendance gagnent toujours. Merci à vous. Virginie, peut-être, voilà, donc, Monsieur Samer, voilà, donc vous invite peut-être quelques mots, juste... Salam alaikum, bonjour. C'est Monsieur Samer, je suis président de l'APC d'Al Moradia. J'ai invité nos amis de France, grâce à mon ami Mohamed et son épouse Samia. Donc, je suis très ému par l'intervention surtout de votre sœur. Je partage votre émotion. C'est juste pour un rappel. Moi aussi, j'appartiens à une famille qui ont eu un passé aussi douloureux que le vôtre. J'ai eu mon père qui a fait aussi Barwagia. D'ailleurs, M. Hamid Ali connaît. Mon père a fait Serkadji, il a été en prison en juin 1955. C'est ma famille qui est hébergée à Ben Ramdan à la Casbah. Je suis le fils du laitier de la Casbah. Donc, je n'ai pas vécu cette période parce que je suis venu après l'indépendance. Je suis né en 69, mais mes parents, ma mère, mes oncles me racontaient pratiquement la même histoire et les mêmes peines. Bon, moi je suis de la génération post-indépendance. J'entame mon deuxième mandat en tant que président. Je suis là pour travailler, je suis là pour apporter une pierre dans la construction de l'avenir de notre jeunesse. D'ailleurs, le but de la venue de nos amis de France, c'est on va ouvrir une coopération dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine sportif, culturel, et pourquoi pas dans les énergies renouvelables. On est en train d'entamer ça au niveau de notre commune. Et c'est pour surtout renforcer les liens entre les deux pays, parce qu'on a beaucoup d'histoires en commun. J'ai eu peut-être la chance de baptiser une rue sur Henri Maillot, Al Moradia. C'est un Français, il est mort pour l'Algérie, c'est un martyr. Donc en 2015 ou 2016, on a baptisé une placette en son nom. D'ailleurs, c'était du cimetière chrétien. Voilà. Et je vous remercie. Merci, Samia. Voilà, écoutez, pour ne pas trop tarder, nous invitons peut-être notre ami Hamid Tahri à venir dire quelques mots, journaliste à Al-Watan. On aimerait bien, pour un peu donner... Salam alaikum. Bonne année, meilleurs vœux. Moi, j'ai écouté tout à l'heure les témoignages de la famille de Sidaraji avec beaucoup d'émotion. Aussi, je veux dire, je veux souligner le mérite de Samia d'avoir recueilli et rassemblé toutes les lettres d'Al Marhoum. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu une littérature de ce type, où il est question de sentiments, d'affectivité et d'amour, mais plutôt des textes violents racontant la guerre avec toute son horreur et sa désolation.
C'est pourquoi il faut féliciter Samia pour ce travail de mémoire. Il faut souligner aussi son courage, son audace, car ce n'est pas évident compte tenu des pesanteurs sociologiques et de la nature de la famille algérienne conservatrice et traditionnelle, où le thème abordé est souvent tabou. Samia a franchi ce pas et en transmettant une tranche de tendresse entre époux à une période très difficile et douloureuse où, à travers les textes recueillis, la vie a vaincu la mort. Merci. Alors si nos amis veulent dire un mot, vous êtes invités à Farid, écrivain. Donc Farid Ben Youssef, tu peux venir peut-être dire un mot d'eux. Je t'invite à... Tu as l'habitude de nous faire de très beaux romans sur des thèmes d'actualité, mais sur la guerre aussi et l'histoire. Merci Samia. Bonjour messieurs, dames. Je vais juste dire qu'un homme, ça ne pleure pas. Et devant le témoignage de ces dames, j'avais envie de pleurer. Mais je ne vais pas pleurer devant vous parce qu'elles n'ont pas pleuré elles-mêmes. Je suis natif de Sétif. Et je suis fils de shahid depuis le tendre âge de 6 ans. Mon père était responsable de l'organisation civile du FLN dans le village de Ain el-Men, appelé à l'époque Colbert. Et j'allais dire, malheureusement, et contrairement à M. Ouharati, mon père n'a eu aucune chance. Et nous n'en avons eu aucune. Pas même celle de prendre le train et d'aller lui rendre visite. Et de lui rendre visite à la prison de Qasr al-Tayr, qui se nomme aujourd'hui Qasr al-Abtal, et qui fut l'un des 5 ou 6 pénitenciers des plus sinistres. Il était aussi sinistre que le pénitencier de Braouaguia. Mais même à 6 ans, et en allant déjà à l'école, je n'ai pas eu la chance de prendre ce train-là, comme Madame Patoussa, parce que, comme je disais, ils ne lui ont laissé absolument aucune chance. C'est-à-dire, ils sont venus le chercher à 9 h du soir. Nous fêtions le 7e jour de mon plus jeune frère, du dernier d'entre nous, nous sommes 3 garçons et une fille. Nous fêtions Sabah. Ils sont venus le soir, ils l'ont pris, ils l'ont cueilli d'ailleurs avec toute l'organisation au CFLN. Le même soir, ils ont passé une demi-nuit à Qasr al-Abtal, parce qu'à 1 h du matin, nous avons entendu des coups de feu pas loin de chez nous, et ma mère a dit, ça c'est eux. Et ma grand-mère lui dit, allons, ils ne sont pas aussi sauvages que ça. Ils viennent de les emmener, ils ne peuvent pas les avoir tués. La France est quand même soucieuse des droits de l'homme, des droits du prisonnier, etc., etc. Et donc, ce fut une simple exécution extrajudiciaire. Mon père est mort le 16 mars 1957, au plus fort de la répression de l'armée française, puisque les pouvoirs spéciaux avaient été votés par le Parlement français en 1956, et que le plus fort de la guerre, de la répression, fut l'année 1957. D'ailleurs, au dire des historiens de la guerre de libération, elle a été l'année la plus meurtrière. Parce qu'il fallait absolument, les pouvoirs spéciaux étant donnés à l'armée,
il fallait absolument tuer dans l'œuf la révolution qui commençait, je le précise, à prendre un retentissement international. C'était l'année de la bataille d'Alger. Et c'était l'année de la bataille d'Alger. La meilleure preuve est la répression de la bataille d'Alger et ce qui s'en est suivi. Et donc, voilà. J'ai dit qu'ils ne lui ont laissé aucune chance parce qu'il n'a pas été jugé. Évidemment, j'ai appris plus tard que la France était la patrie des droits de l'homme. Je n'ai jamais trouvé cette patrie-là, des droits de l'homme, dans ce que... dans le drame qui nous a touchés, nous, famille, de l'UNICEF, et évidemment de toute l'Algérie. Merci. Et... Kamel Saoudi, je ne sais pas si tu voudras dire un mot. Je t'invite à venir dire un tout petit mot, ne serait-ce qu'un nom. Voilà. Alors nos amis, s'il y a des... participent avec nous à ces voyages en Algérie. Bonjour à tous. Alors moi je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public. Je dirais simplement ce qui m'a énormément touchée, c'est au-delà de l'histoire d'Algérie, c'est l'histoire de cette famille et ce père qui a maintenu un lien malgré la distance. Alors déjà grâce à cette écriture, mais aussi il a utilisé ses enfants comme vecteurs, puisque c'est notamment madame qui est devenue magistrate qui servait de lectrice finalement, puisqu'elle a réussi à communiquer à la fois avec la mère de votre père, si j'ai bien compris, et à la fois avec la femme dans la discrétion la plus totale pour éviter les conflits. Donc quelle intelligence et puis quel savoir-faire, et c'est vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'il existe des familles vraiment, même à distance, la communication est là. Quand il y a beaucoup d'amour, c'est impressionnant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Anissa. Alors, bizarrement, en allant vers la route de Raldaya, on a dû bien sûr passer par la route de Médéa. Et donc, avec l'extraordinaire réalisation en ce moment qui se fait par l'autoroute qui va jusqu'au sud, nous avions regardé le chemin de fer qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et j'invitais mon ami Kamel Saoudi à le regarder avec moi parce que le chemin existe toujours. Et voilà, le chemin de fer. Donc voilà, je me dis, l'histoire est encore là quelque part, elle est là, elle n'est pas là. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu bouleversant et incroyable. Je ne sais pas si on doit clôturer, s'il n'y a pas alors, Moustapha Ben Mejdoub, donc je disais, l'éditeur, qu'on remercie vraiment beaucoup d'avoir fait dans les plus brefs délais donc réaliser la publication de cet ouvrage qui devait sortir aussi là. Donc le livre est disponible, vous pouvez venir donc à la table du fond pour la signature. Je te remercie beaucoup, Moustapha Ben Mejdoub. Mohamed Amin Ziriat, je ne sais pas si peut-être tu peux dire un mot. Bien sûr, il est obligé, il sera obligé de conclure. Voilà, il sera obligé de conclure. Déjà, je dirais bonjour à tout le monde et bonne année. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué, c'est le chaud et le froid entre Raldaya et Alger. Tout d'abord, quand Samia m'a parlé de ce projet du livre, j'étais peut-être le premier à l'encourager pour faire, parce qu'elle avait un petit peu peur de la réaction de mettre les lettres intimes de ses parents. Et je l'ai beaucoup encouragé pour faire ce livre, et aujourd'hui, je lui dis parce que je suis très fier d'elle et de ce qu'elle a réalisé. Je suis aussi très content de retrouver toutes mes belles familles que j'aime beaucoup, que je considère comme ma propre famille, et de voir mes amis, en particulier Ahmed Tahir, qui est un des doyens des journalistes et qui a été pour moi comme un père spirituel. Je l'ai connu, je devais avoir 15 ans. Il était déjà journaliste connu et reconnu.
il m'a initié à la lecture et au football, bien sûr. Je voulais remercier aussi Samuel Babalé-Tolké, qui est un ami d'enfance dont nos parents se connaissaient, son ami Wahib, qui sont venus me voir aujourd'hui et ça m'a fait très plaisir. Entre autres, je souhaite aussi la bienvenue à Denise et Virginie. Suite à une discussion, je crois, c'était au mois de juin avec Denise, il m'a dit: je te lance le défi de te voir en janvier en Algérie. Il est là. En janvier, il est là. Je remercie aussi mon ami Mourad Samer, qui est le maire de Mouradia, et qui a tout de suite répondu présent quand on lui a présenté le projet pour des échanges culturels et sportifs. Il a été tout lui, et sans oublier son équipe, qui nous ont toujours super bien accueillis. Entre autres, monsieur Mourad Samer a aussi marié ma fille. Donc, voilà, je tenais à remercier aussi tous les membres du groupe qui nous ont accompagnés suite au premier voyage à Mostagana et Sofala, plus ce voyage à Ardaya. Je les remercie parce qu'aujourd'hui, on était des amis, aujourd'hui on forme une véritable famille. Je vous remercie. Écoutez, je vous invite donc à boire bien sûr le pot de la midi, café, thé, et puis voilà, il y a les signatures au fond de la table. Encore une fois, merci d'être venu, de nous avoir accompagnés dans cette aventure et dans ce témoignage qui nous touche tous de la même manière. Je vous remercie.